Il y a deux sujets. Le premier, c'est la question de la possibilité de faire un service garanti. Et ça, malheureusement, pour Valérie Pécresse, c'est qu'il y a des règles constitutionnelles qui ne permettent pas en fait, de l'envisager. Malgré tout, les Français sont d'accord avec cette idée. Lorsque vous interrogez les Français, certes, ils soutiennent à peu près les grèves, et encore, c'est franchement très limité, mais quand vous regardez une évolution notamment par rapport aux fameuses grèves Juppé, c'est que désormais, c'était le cas notamment en hiver dernier, c'était le cas maintenant, vous avez entre 62 et 65% des Français qui pensent qu'il faudrait interdire les grèves de la SNCF pendant les fêtes, notamment pendant les jours fériés, notamment pour assurer un certain service minimum. Donc les Français commencent à changer. Ce qui n'est pas pareil que les heures de pointe. Ce qui n'est pas pareil que les heures de pointe, mais en tout cas, ça veut dire que l'idée en tout cas, du service minimum qui a été instauré par Nicolas Sarkozy alors qu'il était président de la République, et maintenant de faire en sorte que le service public puisse ne pas se mettre en grève et qu'il puisse avoir une certaine continuité de service public, commence à gagner son chemin avec un scénario plutôt à l'italienne. Il faut le rappeler quand même, l'Italie permet et interdit les grèves pendant les fêtes, et notamment dans le cas des services publics dits essentiels. L'autre sujet, je pense que pour la SNCF, c'est que de plus en plus de Français ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on gaspille et qu'on met autant d'argent sur la SNCF avec beaucoup de contradictions. La première, c'est que c'est un service public qui est financé notamment par 20 milliards d'euros par les collectivités territoriales et par différents organismes de l'État. Pourtant, l'entreprise est récemment en bénéfice, mais malgré tout, vous avez des problèmes sur les tarifs, donc vous avez un écart. Pourquoi est-ce qu'on paye autant à travers des impôts et des tarifs, et malgré tout, les prix des billets restent aussi chers? Deuxième point, on met beaucoup d'argent sur la table, et malgré tout, la SNCF a beaucoup de retard sur les investissements, avec deux exemples qui sont plutôt marquants. Alors qu'on doit investir 6,3 milliards d'euros par an pour le réseau ferroviaire, la SNCF n'a investi que 400 millions d'euros. Deuxième chiffre plutôt marquant, alors que l'Allemagne avait des trains à hydrogène dès 2018, la France n'en a mis en circulation qu'en 2023. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'organisation de la SNCF, et les Français ne comprennent pas pourquoi est-ce que des gens qui défendent leurs intérêts privilégiés, en fait, se mettent en grève contre l'ensemble de la population, alors que l'ensemble de la population abonde de manière illimitée la SNCF. L'année dernière. Mais c'est surtout qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'il y a un chiffre qu'on n'a pas donné, c'est que 20% du chiffre d'affaires de la SNCF est absorbé par le coût de la dette qui avait été reprise par l'État à 35 milliards d'euros, et que les 20% de chiffre d'affaires, c'est pour payer le coût social des négociations syndicales. Oui, mais 20% du chiffre d'affaires pour une entreprise qui a besoin d'investir 6 milliards par an alors qu'elle n'en investit que 400 millions, ça pose problème sur la qualité du réseau et sur la qualité des trains. Je vous propose... Effectivement, il y a un point qui est le plus important, c'est qu'il faut voir comment les autres pays font pour pouvoir durcir les conditions d'acquisition de la nationalité et pour baisser les flux migratoires. Parce que lorsque Bruno Retailleau prend ce type de circulaire, c'est qu'il va agir sur les deux. À la fois pour empêcher les gens d'accéder trop facilement à la nationalité française, plus réduire les flux migratoires entrant sur le territoire français. Le premier, ça part d'une philosophie, ça part du fait, et c'est ce qu'il dit à peu près, c'est que l'acquisition de nationalité n'est pas un droit, ça doit devenir une chance. C'est-à-dire que devenir français doit être une chance. Et pour cela, vous devez faire tout un parcours qui fait en sorte que l'acquisition de nationalité ne soit pas donnée à tout le monde, mais soit acquis par un certain nombre de mérites. Et moi, je pense que mettre un certain nombre de conditions, comme l'acquisition de l'histoire de la France, etc., peut-être que les gens ne sont pas au courant aujourd'hui, mais justement, ça les permettra justement de se renseigner sur l'histoire de France et de faire tout le processus d'intégration, voire d'assimilation, qui est trop souvent oublié dans les lois d'immigration comme un volet qui est important. Et l'autre point, c'est qu'il s'est inspiré, je pense, de Joe Biden sur une mesure qui est très précise, c'est que Joe Biden avait pris une mesure précise lorsqu'il était président des États-Unis, c'est qu'il avait empêché notamment un certain nombre de flux d'arrivée aux États-Unis en disant que lorsque vous entrez illégalement sur le territoire américain, vous n'avez aucune chance d'avoir la nationalité américaine et vous n'avez aucun droit social, etc. En fait, qu'est-ce que ça permet comme chose? Ça permet notamment aux gens, plutôt que de passer par les voies illégales, préférer la voie légale pour entrer sur le territoire américain. Et je pense que Bruno Retailleau espère exceptionnellement la même chose, c'est-à-dire limiter les flux illégaux sur le territoire français en disant que si vous venez de manière illégale sur le territoire français, vous n'avez aucune chance d'être naturalisé. Et ça réduit l'attractivité de la France, comme l'avait dit Gérard Collomb, qui était ministre de l'Intérieur, en disant que les étrangers faisaient un benchmark pour venir sur le territoire national et qui privilégient peut-être d'autres destinations plutôt que la France s'ils veulent rentrer de manière illégale. Gilles Bernstein. Il marque des points aussi au sein de son propre parti. Cette ligne-là, c'est celle qui est majoritaire au sein des LR aujourd'hui. Au sein les LR aujourd'hui, en tout cas les adhérents à LR sont plus à droite que les sympathisants LR, donc sont plus sensibles à plus de fermeté sur les questions sécuritaires, sur les questions régaliennes et sur les questions migratoires. Mais le sujet essentiel pour Bruno Retailleau, c'est surtout de répondre aux critiques posées par Laurent Wauquiez, qui notamment l'a interpellé sur sa proposition de QTF en disant que depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas en capacité de pouvoir avoir des résultats concrets. Et deuxième paramètre, et ça je pense que c'est le plus important, c'est qu'en fait il doit répondre aussi à la question
question de l'impuissance publique. Et je comprends ce qui est dit aujourd'hui, notamment sur ce plateau, en disant qu'il vise principalement les électeurs du Rassemblement national. Mais il n'y a pas que les électeurs du Rassemblement national qui sont sensibles à cette question. Lorsque vous interrogez les Français de manière continue depuis l'élection présidentielle 2022, et vous posez des questions simples, est-ce qu'il y a trop d'étrangers en France ou est-ce qu'il faut limiter les flux migratoires? Il y a 2 tiers à 3 quarts des Français qui pensent qu'il y a trop d'étrangers en France ou qu'il faut limiter les flux migratoires. Et donc, lorsque Bruno Retailleau s'exprime, il ne parle pas uniquement à l'électorat RN, mais il parle aussi à l'électorat LR et aussi à l'électorat macroniste, qui n'est pas exactement le même que lorsqu'Emmanuel Macron est devenu président de la République pour la première fois en 2017. Donc, il a besoin de répondre à cette question. Et aujourd'hui, comme le gouvernement est en difficulté sur les questions économiques et sociales, voire même qu'il a perdu sa crédibilité sur les questions économiques en raison du dérapage budgétaire, eh ben, le seul levier qui leur reste pour avoir des résultats dans la mesure où ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est soit à travers les règlements, soit avec l'action exécutive. Or, ce qu'il fait là, c'est qu'à travers sa circulaire, il montre que le gouvernement actuel peut avoir des résultats avant la prochaine élection législative anticipée ou avant la prochaine élection présidentielle. Et le principal question à laquelle ils doivent répondre, c'est est-ce que le gouvernement, un, a encore une utilité, et deux, c'est est-ce qu'ils peuvent combattre l'impuissance publique en obtenant des résultats pour les Français. Parce que si vous arrivez dans l'élection présidentielle dans 2 ans, les Français pourront tout le loisir de vous dire qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 ans, pendant que vous étiez ministre de l'Intérieur, pourquoi ne pas avoir appliqué vos belles idées pendant que vous étiez à Place Beauvau. Américain et nos problèmes, William Tsai. Ah oui, moi je... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'idée de faire en sorte que l'entrée sur le territoire français vous empêche d'avoir la naturalisation n'est pas une idée des Républicains et de Donald Trump. Ça a été mis en place à l'époque par Barack Obama et puis ça a été installé par Joe Biden qui est démocrate. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on considère, et que les États-Unis sont un pays d'immigration, que l'acquisition et l'entrée sur le territoire américain est une chance. Et encore plus que l'acquisition de la nationalité américaine doit être une chance pour l'ensemble des personnes qui veulent faire la demande. Et ils demandent un examen, un certain nombre de conditions qui sont notamment remplies par la question de la connaissance, ça a été rappelé, et surtout par la possession d'un contrat de travail et par le fait d'avoir des ressources stables et le fait d'être intégré dans la vie américaine. Et je pense que ça permet de faciliter l'intégration, l'assimilation aux États-Unis d'Amérique. Et je pense que Retailleau, qui essaye de s'inspirer des modèles étrangers, essaye de faire à peu près la même chose pour faire en sorte que les gens qui viennent en France aient des ressources assez solides pour être intégrés sur le marché du travail au sein de la société française pour ne pas avoir de problème. Non mais dire ça, ça donne l'impression qu'on devient français comme ça, qu'on est naturalisé français. C'est pas vrai, il y a déjà un certain nombre de conditions à respecter. Lui, il veut renforcer et les rendre encore plus... Dans la circulaire Valls de 2012, tu n'as pas de conditions de ressources et tu n'as pas de conditions d'intégration à la société française. C'est-à-dire qu'à l'époque... il y a quand même un examen, il y a quand même un entretien, il y a quand même un minimum. Mais... Avant la circulaire Valls, c'était à peu près les règles de Pasqua qui étaient mises en œuvre et les conditions étaient considérées comme plus strictes. Valls, après la campagne présidentielle de Hollande en 2012, a assoupli les conditions de nationalité qui fait en sorte que la France donne plus facilement la nationalité selon la Fondapol que l'ensemble des pays européens et que les États-Unis. Mais il y en a en tout cas des conditions, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Oui, mais c'est une question de comparaison avec les autres pays. Je vais vous poser cette question d'Anne Morgan et vous pouvez répondre. Juridique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas à l'heure actuelle si l'article 11, parce que vous avez 2 possibilités pour faire un référendum. L'article 89, c'est pour réviser la Constitution, ça ne concerne pas le budget. Soit vous avez l'article 11, et à l'intérieur de l'article 11, en fait, le président de la République peut convoquer un référendum pour notamment interroger les Français sur la question de la politique économique et sociale. On peut considérer que ça reste dans le cadre du budget, mais dans le même temps, vous avez l'article 34 de la Constitution qui prévoit que le Parlement vote les lois de finances. Donc, le juge constitutionnel, notamment lorsque vous préparez un projet référendaire, va voir si c'est en conformité avec la Constitution et il peut considérer le projet référendaire de Bayrou comme inconstitutionnel, notamment par rapport à l'article 34. Donc, vous avez déjà un problème juridique. Juste après, vous avez un problème politique. C'est que le président de la République est dans une situation délicate sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il a perdu les dernières élections. Sa cote de popularité n'a jamais été aussi basse, même si elle remonte un peu, notamment depuis les troubles faits de Donald Trump et son retour sur la scène internationale. Mais il est en difficulté sur le plan politique. C'est-à-dire que s'il perd un référendum, il pourrait éventuellement aboutir à une démission. Donc je ne suis pas sûr qu'ils veulent risquer une éventuelle démission sur une politique ou en tout cas un référendum qui est annoncé perdant pour lui. Pourquoi est-ce qu'il est difficile sur le plan politique? Et on va y arriver sur le cœur du sujet. C'est que Bayrou fait face à des énormes contradictions. Pour faire un accord avec le PS, il doit remettre en cause la politique de l'offre et la politique qui a été menée par le président de la République depuis 2017. Le président de la République, mais François Bayrou a été nommé par le président de la République et son cœur parlementaire est Renaissance, donc attaché à la politique du président de la République. Donc, pour plaire au PS, il doit détricoter la politique du président de la République, ce qu'il ne peut pas faire. Et pour faire 40 milliards d'économies, il doit éventuellement, s'il ne peut pas détricoter la politique du président de la République, il doit augmenter les impôts. Mais à ce moment-là, vous mettez à dos les Républicains et le RN. Donc il est dans une véritable impasse budgétaire qui peut éventuellement le conduire à une motion de censure. Et je pense que l'idée du référendum, soit elle est honnête et ça permet d'interroger les Français sur une question simple. Est-ce que vous préférez augmenter les impôts ou baisser les dépenses? C'est une question comme ça, et puis en fait les Français jugeront, et je pense qu'ils vont davantage préférer la baisse des dépenses que l'augmentation des impôts. Soit
ça peut être l'option la plus probable vu la tactique politique de François Bayrou, c'est de mettre la responsabilité sur les partis politiques et sur le président de la République en disant « moi j'ai tenté quelque chose, mais c'est Macron qui a bloqué ou c'est les partis qui ont bloqué ». Voilà, c'est la question que j'allais poser.